On va pouvoir démarrer le dernier talk de cette journée qui est consacré à la suite post-opératoire. Donc vous avez toutes les deux des histoires avec une chirurgie de la scoliose, des histoires qui sont très différentes toutes les deux. Et c'est aussi pour ça, si j'ai bien compris, que vous avez voulu aussi échanger pour pouvoir donner vos points de vue et puis raconter un peu vos histoires. Alors effectivement, on a... du coup, moi, je me suis un petit peu présentée tout à l'heure, donc je pense que je vais laisser Emma se présenter et son parcours avec la scoliose. Et en fait, on voulait, sur ce dernier point, aborder quelque chose vraiment en tant que un peu grande sœur scoliose, tata scoliose, des sujets que vous osez peut-être pas aborder avec votre chirurgien ou autre, ou des points importants. Donc nous, en tant que la représentante aujourd'hui, la grande sœur scoliose, on va essayer de répondre à vos questions. Donc d'abord, je vais laisser Emma se présenter. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Emma. Donc aujourd'hui, je suis consultante handicap en tant qu'indépendante, puisque en fait, moi, la scoliose, elle a été diagnostiquée très jeune. Et j'ai été opérée donc à l'âge de 11 ans en 2012. Aujourd'hui, j'en ai 26. Et j'ai été reconnue en situation de handicap à cause de la scoliose qu'en 2023. Puisqu'en fait, pendant plus de 10 ans, on ne m'a jamais dit que la scoliose pouvait donner lieu à une reconnaissance de handicap due aux difficultés qu'on pouvait avoir. Donc en fait, j'ai vécu toute une scolarité sans adaptation. Et c'est en arrivant dans le monde de l'entreprise que j'ai pris conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je fais un peu comme Océane, je parle beaucoup du sujet, donc moi beaucoup plus handicap, au-delà de la partie scoliose. Et ça nous tenait à cœur du coup aujourd'hui de pouvoir parler ensemble de qu'est-ce qui se passe aussi en tant que jeune, par quoi on passe et comment faire pour que demain pour vous ça aille mieux, que vous ne perdez pas peut-être les années qu'on a pu perdre sur certains sujets et que vous soyez surtout rassurés sur tout un tas de thématiques qu'on va aborder. Le résumé est parfait pour le coup. C'est vrai que Emma m'a beaucoup aussi accompagnée sur la préparation de ce 45 minutes de dialogue. Donc je voulais la remercier aussi par rapport à ça parce qu'elle a une expérience aussi sur la scoliose qui est lourde et pour le coup je pense qu'elle peut vous apporter également énormément de réponses. Donc on va peut-être commencer par la première thématique, je sais pas si... Tiens Océane, tu veux l'ordi direct? Alors du coup, on a noté la reprise du travail ou de l'école, puisque du coup, moi, j'ai vécu le post-opératoire pour reprendre mon travail, et Emma, du coup, a vécu le côté école, donc au moins, on est complémentaires sur ce sujet-là. Donc moi, pour la reprise du travail, j'ai été en arrêt maladie pendant 1 an. Alors généralement, je mets vraiment... un point d'honneur sur le 1 an, c'est parce que, pour ceux qui le savent, je suis directrice hébergement dans un camping. Et du coup, nous, on fonctionne beaucoup par saison. Donc c'est aussi pour ça que c'était très délicat de reprendre en plein milieu de saison, dans le boom de la saison, avec un travail qui est assez intensif. Donc je me sentais pas du tout à l'aise sur le fait de reprendre si tôt. Donc j'ai décidé de prendre le temps de me remettre de mon opération et de prendre effectivement 1 an d'arrêt maladie. Est-ce que tu veux dire au bout de combien de temps peut-être tu as repris l'école, comme ça on compare un petit peu? Moi du coup au niveau de l'école, pour préciser le pourquoi j'ai repris, parce que j'ai repris au bout d'1 mois l'école, puisque moi j'ai été opérée par le professeur Akabled à l'hôpital de Turpin, et qu'en fait en fonction des chirurgiens vous avez des protocoles de rééducation, de reprise qui peuvent parfois être différents. Et donc moi j'ai eu 1 semaine d'hospitalisation, 3 semaines de rééducation à la maison. Vous pouvez aussi aller en centre de rééducation maintenant aujourd'hui, mais moi c'était pas du tout proposé par le professeur Akabled. Et donc après au bout d'1 mois c'était le retour à l'école. Donc c'est assez rapide quand même par rapport à l'opération, sachant qu'au niveau du sport on reprend plutôt au niveau de 3 à 6 mois. Donc la reprise école sans aménagement est assez rude au bout d'1 mois. Moi, sur le côté, du coup, reprise du travail, le grand conseil que je peux vous donner, c'est effectivement d'être reconnu travailleur handicapé, chose qui a été préconisée, moi, par mon chirurgien, qui m'a conseillé, du coup, de faire donc, un dossier auprès de la MDPH et qui vous permet, effectivement, d'obtenir un aménagement de poste pour le confort et avoir une très bonne reprise en entreprise. Donc moi, pour le coup, ils m'ont aménagé entièrement mon poste avec un bureau adapté, donc je peux travailler autant debout que assis. J'ai une chaise du coup aussi qui est 100% adaptée à mon dos,
un marchepied et un repose-pied, on dit, pardon, un repose-pied et un support également pour les documents, pour éviter d'être trop penché quand on écrit. Donc j'ai un support document. Et j'ai eu également un casque 100% adapté parce qu'on se rend pas compte, mais aussi la posture du téléphone, on a tendance à faire ça ou autre. Donc voilà, donc ça a été 100% pris en charge par la MDPH et un organisme qui travaille avec, du coup. Je vous avoue que j'aurais pas le nom exact. D'accord ? La GFI. Ah ben voilà. Mais en tout cas, je veux dire que mon entreprise n'a pas déboursé d'argent. Donc c'est pas une question, il ne faut pas que ça bloque au niveau financier, au niveau de nos entreprises, parce que pour le coup, ça a été 100% pris en charge. Et sincèrement, je vois la différence. Parfois, je suis à mon bureau, parfois, je suis à la réception. Et quand je suis sur une chaise toute la journée classique de bureau, j'ai tendance à avoir une douleur en fin de journée au niveau de mon dos. Alors que quand je suis sur un poste qui est 100% adapté avec des accoudoirs, etc., je me sens beaucoup mieux. Donc je vous conseillerais de le faire aussi en amont parce que ça met quand même du temps à être traité. C'est un dossier qui prend du temps à être complété et aussi pour avoir une réponse. Au niveau de l'école, du coup, donc moi, il n'y avait pas de reconnaissance du handicap qui permettait une prise en charge d'aménagement. Pour autant, j'avais quand même prévenu mes professeurs, les responsables de l'établissement, que voilà, il y avait quand même une opération, il y avait une absence d'un mois pendant l'école. Donc pendant les 3 semaines de rééducation à la maison, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui sont venus chez moi pour me donner les cours, donc pour pas que j'ai une rupture scolaire trop longue et trop compliquée. Même si du coup on avait fait le choix de me faire opérer en 5e, donc en soi j'avais pas trop de risques d'examen, de brevet, il n'y avait pas le bac, il y avait rien d'important au niveau scolaire, donc c'était pas vraiment grave de rater un mois. Mais on a quand même pris la décision de faire venir des profs à la maison. Et quand je suis retournée à l'établissement, il y a aussi un protocole qui est assez précis, qui est d'éviter du coup tout ce qui est cohue, foule ou quoi. Donc on vous demande si vous pouvez aller en classe plus tôt ou plus tard pour éviter d'être dans la foule avec tous les étudiants. Vous pouvez prendre les escaliers, donc ça il n'y a pas de souci, mais évitez de les prendre quand tout le monde court dedans. D'éviter de porter du poids. Donc en fait, il y avait plein de petites choses qui étaient dues au fait du protocole post-opératoire. Mais moi, j'avais l'opportunité de pouvoir prévenir l'établissement. Pour autant, j'avais pas de chaise adaptée dans la classe. S'il fallait que je me lève, je pouvais. Mais bon, du coup, les autres me regardaient. Mais qu'est-ce qu'elle fait en plein cours? Pourquoi elle se lève? Mais en tout cas, il n'y avait pas de prise en charge de l'aménagement. C'était simplement dû au protocole post-opératoire par le chirurgien. Et l'établissement était au courant et ils sont aussi en mesure de mettre en place des choses, même si vous n'avez pas de reconnaissance au début. Est-ce que du coup tu sais si ce protocole c'est toujours le même parce que c'est un protocole qui était ancien, qui a été changé? Est-ce que tu sais comment ça se passe maintenant pour les enfants du coup parce que tu étais une enfant on peut dire quand tu as été opérée, les enfants qui passent par la case chirurgie? Alors aujourd'hui le protocole sur la partie vraiment port de poids, bousculade et tout, c'est strictement le même. Puisqu'au niveau de l'opération, il n'y a absolument pas de changement sur le fait que l'opération n'étant pas, la colonne n'étant pas consolidée suite à l'opération, vous avez dans tous les cas des risques qui sont en fait les mêmes qu'ils étaient il y a 10 ans. Donc en soi, les bousculades, le poids et tout sont exactement les mêmes restrictions, les durées sont les mêmes. C'est plus sur la partie rééducation, kiné et tout, où là il y a eu des évolutions, mais sur en tout cas les restrictions post-opératoires dues au fait que vous avez été opéré, ce sera les mêmes et normalement le chirurgien vous les énonce, vous les dit et vous les répète bien longtemps après l'opération. Oui, parce que ce que disait le chirurgien tout à l'heure, c'est qu'il essaye de faire coïncider finalement la chirurgie avec les vacances scolaires, ce qui n'a pas été ton cas, c'est ça? Toi, tu as été opéré pleine année, quoi. Moi, j'ai été opérée du coup au mois de mars, donc effectivement, il n'y avait pas du tout de vacances. Mais généralement, effectivement, ils font comme ils peuvent pour en mettre un maximum au moment des vacances scolaires. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens opérés, malgré ce qu'on peut penser, où on a souvent la sensation d'être seul sur cette scoliose ou sur la représentation qu'on peut en avoir. Et pour autant, ils ont quand même beaucoup d'opérations. Donc la plupart sont faites sur l'été pour éviter justement la partie vacances. Mais il y a aussi des jeunes qui refusent l'été parce que du coup, exposition au soleil, donc avec la cicatrice, c'est plus difficile. Et donc moi, ça a été un des choix qui a été fait de me faire au mois de mars parce que c'était aussi les disponibilités du chirurgien. Voilà. Je pense qu'on peut aborder le sujet numéro 2 qui va être du coup la reprise du sport. Comment on s'est senti par rapport à ça. Moi, pour ma part, j'ai repris, donc pour ceux qui me suivent, je vais principalement à la salle de sport.
J'ai pu retourner à la salle de sport environ à 6 mois post-opératoire, à savoir qu'entre le premier mois et le 6e mois, j'ai fait mes séances de rééducation. J'allais 3 fois par semaine chez mon kiné pour faire des exercices et il me faisait vraiment faire du sport, c'est-à-dire que, je peux considérer vraiment ça comme du sport. Je faisais des jumping jacks, des burpees, du gainage, des squats, etc. Donc c'est vraiment du renforcement musculaire pour le coup. Alors bien évidemment on l'a fait par étapes et comment je me sentais au fur et à mesure, mais sincèrement ça m'a mis très très en forme et ça m'a permis de pouvoir aussi retourner à la salle de sport en étant rassurée du coup sur le fait de porter du poids, etc. Donc voilà, et jusqu'à ce jour maintenant je continue à aller au sport. J'arrive bien à me dépenser, le seul truc que j'ai pas testé encore c'est courir, mais sinon globalement la salle de sport me fait énormément de bien. Et justement, je le vois comme un côté très positif pour mon dos. Voilà. Du coup, on peut courir. Ah ouais. Okay. Donc c'est validé, c'est ok, mais du coup, voilà, toujours comme d'hab, bien choisir. Et des bonnes chaussures. Les bonnes chaussures, c'est très important. semelles. Éviter de courir 100% sur du gazon, sur du goudron. Enfin voilà, il y a quand même des précautions, mais qui sont à prendre même en dehors d'une opération de scoliose. C'est simplement quand on court, il y a des choses à faire comme dans n'importe quel sport. Pour moi, la reprise du sport a été plus compliquée. J'étais très sportive à l'époque et je pense que ça m'a un peu bloqué l'opération. Où comme il y a eu 3 mois, 6 mois sans reprise de sport, ça m'a vraiment coupé dans mon rythme sportif, ma régularité. Et à l'époque, je faisais du tennis, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le tennis derrière. Et aujourd'hui, je reprends enfin régulièrement le sport. Mais j'ai vu du coup l'impact que ça a eu de ne pas avoir cette reprise de sport, cette reprise de mobilité. Où moi, par exemple, les kinés, j'allais plutôt chercher le kiné qui fait le massage plutôt que celui qui me bouge. Et je pense que c'est une erreur. Oui, c'est vrai. Je pense sincèrement que c'est une erreur. J'ai été chercher la facilité, le confort. Sauf que aujourd'hui, en fait, je me rends compte de l'impact que le choix d'il y a 10 ans a aujourd'hui. Et du coup, sur la reprise du sport, c'est faites quelque chose qui vous plaît. Là où vous prenez du plaisir, essayez plein de sports, il en existe une multitude. Là, j'ai essayé récemment du crossfit, donc c'est un peu trop intense, mais ça passe. Mais vraiment, ne vous bloquez pas sur les sports. Si c'est juste de la marche, c'est de la marche. Faites quelque chose que vous aimez, mais faites quelque chose. Parce que du coup, je regrette de ne pas avoir fait quelque chose juste après l'opération. Je pense que c'est important effectivement de choisir un sport qui vous épanouisse parce que parfois j'ai tendance à recevoir des petits messages mais moi j'aime pas la salle de sport, du coup comment je fais? Est-ce que je suis obligée d'aller à la salle de sport? Alors non, moi je vous partage effectivement mes séances à la salle de sport, mais c'est pas parce que moi la salle de sport ça me convient que vous devez adorer la salle de sport, juste effectivement de trouver un sport qui vous épanouit, qui ne vous fait pas mal au dos du coup, et où vous y allez avec plaisir, parce que normalement le sport c'est aussi un loisir, donc il faut y aller avec plaisir et avec envie. Sinon, ça va durer un certain temps et au final, vous allez vous lasser et vous n'allez plus y retourner. Donc il faut trouver vraiment un sport qui vous plaît. Oui, et puis ça fait écho un peu avec ton premier talk sur la santé mentale, c'est-à-dire qu'une rééducation, c'est long, 6 mois, 9 mois même, tu vois, après tu continues à progresser sur ta rééducation. Et dans cette phase de rééducation, il y a des phases où on a plus ou moins d'énergie, où on a plus ou moins d'énergie mentale ou physique. Donc la partie dans laquelle celle que tu avais besoin, avec des étirements, avec du massage, n'est pas forcément, tu vois, une mauvaise partie. C'est peut-être quelque chose dont tu avais besoin à l'époque, qui t'a permis de passer à un step, ne serait-ce que d'avoir du temps qui passe, puisque la consolidation, tu vois, du matériel, elle va aussi dépendre du temps qui va passer. Donc si vous avez à un moment donné l'impression que c'est ce dont vous avez besoin, qu'il faut un peu plus de douceur ou d'antalgie, comme on dit en médecine ou en kiné, c'est-à-dire vraiment des séances qui font du bien, il ne faut pas hésiter non plus à échanger, tu vois, avec le kinésithérapeute. C'est sûr que la rééducation active, ou avec le médecin, mais c'est sûr que la rééducation active, elle est vraiment importante. Mais tu vois, tu es la preuve aussi que tu peux quand même continuer à progresser, même plusieurs mois, plusieurs années après. Et il faut vraiment voir ce truc sur le long terme et mettre au centre vraiment de la rééducation sa santé mentale. La gestion de la douleur aussi, c'est très important. Tu vois, tu peux aussi être freiné par le fait que la rééducation peut faire mal. Ça, c'est un truc qui, normalement, une rééducation est censée être le moins douloureuse possible. Donc il faut arriver à orienter tout ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans vos deux cas, c'est que finalement, on voit la problématique de la personnalisation, tu vois, de la prise en charge.
finalement, tout le monde se fait opérer, beaucoup de gens ici se sont fait opérer, vont se faire opérer de la scoliose, mais chaque rééducation est complètement différente, parce qu'en fait, chaque personne est complètement différente, a une énergie différente, a une histoire différente, a une famille différente. Donc c'est super intéressant vraiment d'avoir ces grandes lignes directrices, et après à l'intérieur de ces lignes, on peut quand même manœuvrer pour essayer d'être le moins traumatisant possible et avoir la rééducation la plus cool possible, si c'est un terme qu'on peut utiliser. Ouais. Juste pour rebondir sur la santé mentale de ce matin, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'appréhension. Et je pense que sur le sport, c'est ce qui a été mon cas, et c'est pour ça que j'ai été chercher le confort au niveau aussi rééducation kiné. C'est que je pense qu'il y avait une appréhension de reprendre, il y avait une appréhension de m'approprier ce nouveau dos qui était le mien, cette nouvelle posture, cette nouvelle manière de vivre. Et je pense que c'est important justement de remettre un peu l'accent sur la santé mentale de ce matin et de dire vraiment n'hésitez pas à aller effectivement consulter, en parler, essayez, faites les trucs pour vous, mais en fait sortez-vous aussi peut-être un peu de cette bulle de post-opératoire où vous êtes tout seul parce que vous n'êtes pas tout seul, utilisez les communautés sur les réseaux. Des groupes. Non mais c'est utile parce que du coup on partage aussi ce que chacun a pu vivre. Et en fait, je pense qu'à l'époque, moi, c'est ce qui m'a manqué, c'est qu'en fait, je me sentais profondément seule sans les réseaux sociaux sur le sujet, et que du coup, avec l'appréhension, personne n'a pu me rassurer ou m'expliquer que si, c'est en faisant le sport que j'allais me libérer sur le sujet. Et donc, je pense vraiment que santé mentale et sport sont des éléments très importants sur le post-opératoire. Alors du coup, on a fait une thématique qu'on a appelée rapport au corps. Et là, du coup, ça en découle plusieurs thèmes. Alors, du coup, on a noté le côté, sur le côté sexualité, parce que c'est une question que vous n'oserez pas poser à votre chirurgien, généralement, dans un grand pourcentage des cas. On a longuement hésité à le mettre, mais on s'est dit que c'était important qu'on partage aussi ça avec vous, parce que je sais que pas mal de personnes peuvent être inquiètes, et on a décidé de le mettre aussi parce qu'il y a énormément de personnes qui m'envoient des messages privés par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose, après une opération scoliose, qui peut être stressante aussi en tant que... Moi je parle en tant que jeune femme du coup, mais c'est quelque chose qui revient normalement, entre guillemets. Vous pourrez avoir des relations aussi avec votre copain normalement. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui doit vous inquiéter ou vous stresser dans votre vie de femme, future femme ou future maman. Du coup, tout à l'heure, on a abordé la grossesse. Et je pense qu'il est essentiel qu'on aborde aussi ce sujet-là. Oui, puis c'est un sujet où, en fait, peu importe l'âge auquel vous êtes opéré, parce que du coup, moi, j'avais été opérée à 11 ans. Et en fait, je crois que ça a été ma seule question à l'équipe médicale. Je m'en foutais un peu de l'opération ou quoi, mais en fait, malgré le jeune âge, c'est déjà quelque chose auquel je m'étais dit, mince, du coup, si j'ai plus de mobilité, plus tard, après, quand je vais grandir, qu'est-ce qui se passe et tout. Et honnêtement, je crois que c'est la seule question que j'ai posée à la psychologue avant l'opération. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ça nous paraissait important, parce que généralement, on consulte avec nos parents. Devant nos parents, on ne va pas poser cette question. On ne va pas forcément oser la poser aussi au personnel médical, mais c'est quelque chose qui fera partie de votre vie, en théorie, à un moment donné. Et c'est aussi surtout pour vous rassurer sur justement ce rapport au corps où en fait oui vous allez avoir une partie rigide au niveau du dos, mais pour autant au niveau sexualité, au niveau grossesse, au niveau vie, vous n'aurez pas forcément de conséquences là-dessus négatives en tout cas, et vous allez pouvoir aussi récupérer naturellement votre souplesse ou votre mobilité au niveau du dos pour vivre normalement quoi. Si je peux me permettre aussi, c'est un thème intéressant parce qu'il y a tout à l'heure avec le chirurgien, il y avait cet échange sur le fait qu'il ne fallait pas tout mettre sur le dos de la scoliose et de la chirurgie après la scoliose. Donc normalement, on va dire la vie sexuelle, la relation sexuelle n'est pas censée être quelque chose de douloureux, vous n'êtes pas censé avoir de frein. Donc si jamais au décours de l'opération, de la chirurgie, de la prise en charge, il y a des signes neurologiques, des douleurs pendant les rapports, des incontinences à l'effort aussi. On parle de plancher pelvien, périnéal. C'est aussi des rééducations qui peuvent être menées par une sage-femme ou par une kiné spécialisée. Donc le fait d'avoir été opéré ou d'avoir une scoliose ne va pas fatalement entraîner de douleurs ou de dysfonction sur la sphère intime.
Donc ça, c'est la même chose. Si jamais il y a des signes de cet ordre-là, que ce soit en lien ou non avec la scoliose, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler à son médecin ou à un professionnel de santé, parce que c'est pas, le chirurgien disait, il n'y a rien, qu'il n'y a pas de fatalité dans la scoliose, il n'y a pas de fatalité non plus sur cette sphère-là qui est très très souvent tue. Moi je le vois même dans mon cabinet, ça fait partie du bilan vraiment sur les sciatalgies ou sur la lombalgie, vraiment on pose des questions sur ce truc-là. Et on voit beaucoup de jeunes femmes ou de femmes plus âgées qui du coup vont accepter certaines douleurs ou certaines limitations dans leur quotidien parce que c'est normal, parce qu'on a 40 ans, parce qu'on a 50 ans, parce qu'on a eu des enfants, parce qu'on a été opéré, alors que pas du tout, c'est quelque chose qui se rééduque avec des professionnels de santé spécialisés et formés là-dedans. Alors ensuite, du coup, on voulait aborder forcément la thématique de la cicatrice. Donc c'est un petit peu large, mais on l'a mis dans le sens où on se dit que c'est surtout le côté de l'assumer et aussi de comment on prend soin du coup de notre cicatrice. Moi, pour ma part, du coup, c'est l'infirmière du coup qui vient vous faire les pansements après votre opération, qui m'a donné le feu vert de pouvoir commencer à crémer la cicatrice. C'est assez important pour ma part, je l'ai crémé toute la première année. Du coup, pour pouvoir en prendre soin. Et surtout, il faut éviter l'exposition au soleil. Moi, tout le premier été, donc je me suis fait opérer en janvier, tout le premier été, je ne me suis pas exposée au soleil. Ou alors, j'allais me baigner avec un t-shirt anti-UV pour la protéger. Donc, je pense qu'effectivement, si dans le temps, on veut une cicatrice qui ne brunit pas, du coup, qui ne devient pas un petit peu marron, pour le coup, le fait de mettre de la crème régulièrement et de la protéger du soleil, même dans le futur, au bout de 2 ans, 3 ans, etc., c'est très important de mettre de la cicatrice dessus. Moi, j'utilise les sticks. Vous savez, vous avez des petits sticks chez Aven ou chez autres. C'est comme un petit déo que vous mettez dans votre sac. Hop, vous demandez à quelqu'un de vous mettre de la crème sur la cicatrice. Et franchement, ça fait 100% l'affaire. C'est ce que j'ai fait, du moins, la première année de mon opération. Moi, je crois que la cicatrice, je l'ai crémée vraiment quasiment peut-être jusqu'aux 2-3 ans post-opératoire. Parce qu'en soi, on nous dit chirurgicalement première année sûre. Mais en fonction de l'évolution aussi de la cicatrice et je pense aussi en fonction du soleil auquel on s'expose, parce que le soleil en Bretagne et le soleil dans le sud n'aura peut-être pas le même impact sur la cicatrice. Il n'y a pas de Bretons, c'est bon. Désolé pour les Bretons s'il y en a. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais en fonction du soleil aussi, ou si on part en vacances dans un pays où il fait 40 degrés par rapport à la France, la protection solaire ne sera pas la même. La crème solaire, franchement, c'est du 50 et pas en dessous. On ne se dit pas j'ai une peau foncée, le 30 ça suffit, non, c'est du 50 et rien d'autre. Et il faut savoir aussi qu'au niveau esthétique sur la cicatrice, aujourd'hui, c'est de la colle chirurgicale qui permet de faire la cicatrice et non plus des points de suture, des agrafes ou quoi. Donc la cicatrice est beaucoup plus fine, beaucoup plus belle, je trouve aussi esthétiquement, même si je dirais pas que la mienne est moche depuis 10 ans. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus discrète. Et il faut savoir aussi, du coup, des fois que c'est quelque chose qui peut rassurer parce que l'esthétique de la cicatrice peut parfois en rebuter plus d'une ou d'un. Donc, hormis crème solaire, protection, moi j'avais mis aussi t-shirt UV, j'avais même acheté un maillot de bain qui protégeait jusque le bas du dos. Et en haut, c'était dos nu. Donc, au moins, j'avais vraiment que le haut de la cicatrice qui était exposé. Comme ça, je limitais vraiment un maximum l'exposition, même sur la 2e, 3e année, pour vraiment être sûr que la cicatrice soit la plus belle possible dans les années, parce qu'au plus vous la protégez, au plus elle sera correcte aussi les années d'après, quoi. Oui, et puis même à travers les vêtements, on a tendance à penser qu'à travers le t-shirt, les UV ne peuvent pas passer, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas que quand on va à la plage qu'il faut protéger sa cicatrice, il faut la protéger tout le temps, quand on est en t-shirt, en débardeur ou autre. Donc ça, c'est essentiel. C'est les conseils, je pense, qu'on peut vous donner pour bien entretenir votre cicatrice dans le temps. Oui, puis la cicatrice, elle a aussi un rôle mécanique, on va dire. Quand on bouge, il faut qu'il y ait une bonne d'adhérence, on va dire, sur la cicatrice, c'est le terme qu'on utilise. Et ces adhérences, elles peuvent aussi être traitées en kinésithérapie. Il y a des kinés qui sont spécialisés, ou non, mais il y en a qui sont spécialisés dans la prise en charge des cicatrices. Donc si on sent aussi, on peut sentir des adhérences, l'impression d'être limité par vraiment les tissus de la peau. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Oui, alors il y a un nom, je crois, pour... je sais plus, mais en tout cas, moi, quand j'allais au kiné les premiers temps, il travaillait ma cicatrice. C'est pas douloureux, mais c'est pas le moment le plus... Enfin, moi, je l'ai pas senti douloureux, mais
c'est pas le moment le plus agréable voilà. Et en gros, pour éviter effectivement cette adhérence, il travaille votre cicatrice et justement pour qu'elle vieillisse bien dans le temps. Moi, il me l'a fait au tout début, peut-être pendant une semaine, je dirais. Mais après, il m'a conseillé juste de bien mettre de la crème dessus. Mais effectivement, il a travaillé au début. Il n'y a pas d'urgence dans la prise en charge des adhérences cicatricielles, par exemple. Tu peux très bien, au bout d'un an et demi, même parfois, c'est même conseillé d'attendre que la cicatrice évolue naturellement. En général, on donne ce délai d'un an pour ensuite retravailler, on va dire, mécaniquement les différents feuillets de la peau. Il y a un mot qui a été cité qui est la cicatrice kéloïde, c'est quand la cicatrisation crée beaucoup de matière au niveau de la cicatrice, qui n'est pas problématique, hormis peut-être sur le côté esthétique. Ça peut aussi être réévalué par la suite, mais il y a aussi des rééducations spécifiques, effectivement avec des massages. Après, dans certains cabinets, vous savez, il y a des LPG, des espèces de machines qui viennent aspirer un peu les feuillets de la peau pour leur donner un peu de mobilité. Donc ça peut aussi se travailler, ça peut aussi être réévalué avec les professionnels de santé à distance de la chirurgie. Je ne sais pas si quelle est votre expérience avec ça. Moi, j'avais eu comme Océane le kiné qui très rapidement avait manipulé la cicatrice, et je pense que c'est le très rapidement qui est aussi désagréable. C'est qu'on n'a pas encore récupéré notre sensation. Vraiment, le toucher de la cicatrice est très particulier au début. Et quand le kiné vient décoller la peau, vraiment, c'est très désagréable. Et peut-être que s'il le faisait un peu plus tard, ce serait peut-être mieux. Oui, ça se fait. Moi, j'ai une expérience comme ça avec une patiente qui avait été opérée d'un cancer du poumon, qui avait une cicatrice très large entre les côtes derrière, et c'est vrai que le massage c'était impossible. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi notre ressort de dire attention, là on va masser dans une zone qui est peut-être un peu sensible, surtout vous me dites si ça vous gêne, si ça vous dérange, si ça vous fait mal. Donc parfois on se fait un peu avoir dans la séance parce que c'est un truc qui est tellement mécanique, on se dit vas-y, allez, je vais faire ça, je vais faire du massage. Et c'est vrai que il faut quand même toujours garder ce truc de dire qu'on n'est pas en train de masser un bout de viande, quoi, tu vois, accessoirement, tu vois, et qu'on peut aussi poser la question du retour perpétuel, d'où l'intérêt d'avoir une bonne communication avec ses thérapeutes, quoi. Et puis c'est surtout, moi, le conseil que je peux donner pour les personnes qui vont passer par le cap opération, c'est de ne pas gratter votre pansement. C'est l'erreur que j'ai pu faire ne sachant pas. En fait, votre cicatrice, quand elle va cicatriser, en fait, pour l'imager un peu, ça fait comme un bobo, ça devient une croûte en fait, et du coup ça va gratter, ça va démanger, et on a tendance à travers le pansement à vouloir gratter, donc chose que j'ai faite moi en bas de ma cicatrice, et du coup ça va retarder les choses, parce que du coup vous allez en grattant retirer la croûte, donc du coup votre cicatrice va saigner, et il faut attendre que la croûte revienne pour qu'elle continue de cicatriser, etc. Donc c'est pas douloureux quand vous allez vous gratter, etc., mais c'est vrai que ça a tendance à retarder. Et du coup, moi, sur la partie où j'ai gratté un petit peu en bas, elle est un peu plus brune que sur la partie du haut où j'ai été sympa avec elle. donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Je sais que ça peut démanger, mais au pire, il faut faire un mouvement de frottement délicat où ça vous gratte, etc. Mais n'y allez pas comme moi, avec vos ongles à gratter, parce que ça démange. Et les petits coups d'électricité, je voulais rassurer sur ça aussi, parce que j'avais des petits coups de jus que j'ai encore de temps en temps dans le dos, sur la cicatrice après l'opération. Et ça, pour le coup, le chirurgien m'a dit que c'était normal et que ça pouvait arriver effectivement qu'on ait des petites pointes d'électricité dans le dos. C'était il m'a dit, qui se les nerfs, voilà. Qui... Des paresthésies, ouais. Ah ouais, voilà. Oui, parce que finalement, le chirurgien, quand il ouvre, va vraiment dégager les différentes voies neurologiques principales, mais la peau, elle est truffée de petits capteurs nerveux. Et c'est vrai que quand on ouvre, surtout sur cette chirurgie, on appelle ça une chirurgie à ciel ouvert, où vraiment on va écarter la peau. Bon, il y a des petites ruptures qui sont faites, des petites coupures qui sont faites sur les nerfs, mais ça doit aussi être quelque chose, tu vois, c'est important de faire des retours là-dessus, puisque ça peut faire partie aussi des choses qui peuvent être traitées dans les prises en charge douloureuses. Il y a des traitements spécifiques sur la douleur classique et sur la douleur neuropathique, on appelle ça. Et donc, il peut persister aussi des douleurs neuropathiques, donc ce que tu as décrit, des fourmillements, des picotements, des engourdissements, des sensations de chaud, de froid, etc. Et ça peut être traité avec des médicaments spécifiques. Donc, c'est aussi intéressant de le faire retourner, faire un retour au spécialiste ou au thérapeute, qui peut lui-même mettre en place, en échange avec les autres membres de l'équipe, une prise en charge spécifique.
Alors du coup, le côté souplesse, on va vous partager notre expérience sur est-ce qu'on a retrouvé la même souplesse qu'avant notre opération. Pour ma part, le kiné qui me suivait m'a fait des tests avant et après, donc que ce soit sur le côté, en avant, etc. Et globalement, j'avais retrouvé en moyenne la même souplesse. Alors bien évidemment, c'était plus pareil dans le sens où c'est beaucoup mon bassin, du coup maintenant qui est souple, et quand je vais me plonger vers le bas, c'est lui qui va être souple. Et effectivement, j'ai tendance maintenant aujourd'hui à énormément travailler la souplesse de mes jambes et de mon bassin, parce qu'automatiquement là on fait plus le dos rond, le dos creux. Donc c'est beaucoup le bassin qui va prendre le relais, et moi je le ressens beaucoup au niveau de ma souplesse. Donc c'est surtout les jambes en fait que j'essaie beaucoup d'étirer. Ouais, sur la souplesse, je rejoins en fait le fait que le corps va naturellement compenser avec ce qui n'a pas été fixé. Donc vous n'aurez pas de souplesse là où vous avez l'arthrodèse clairement. Donc en fonction du dos, le dos va rester très plat sur un dos rond, dos creux. Pour autant, le bassin, les jambes vont elles du coup compenser. Et par exemple, si vous faites l'exercice de vous pencher en avant pour voir si vous touchez vos pieds, moi je sais qu'avant l'opération, j'étais pas très souple parce que ce n'était clairement pas ma priorité. Mais avec le travail aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je suis quasiment capable d'aller toucher mes pieds par terre. Pour autant, mon dos ne va pas du tout s'arrondir. C'est vraiment les jambes et le bassin qui vont récupérer en fait la souplesse. Et c'est le haut du dos qui n'a pas été fixé aussi qui va avoir cette souplesse. Les bras, enfin, tout va récupérer souplesse là où en fait vous n'avez juste pas l'arthrodèse. Donc ça va aussi dépendre de chacun en fonction de où est-ce que vous allez avoir votre arthrodèse. Mais la souplesse en fait se compense naturellement au niveau du corps. Sur le reste, quoi. Et puis c'est surtout que ça s'entretient énormément. Des fois c'est hyper frustrant parce que si je fais pas l'étirement pendant 2 semaines, ça y est, j'ai l'impression de limite pas repartir à zéro, mais la raideur du corps a tendance à revenir rapidement, et encore plus je trouve depuis que j'ai mon arthrodèse. Donc c'est vrai que 5 minutes, même 5 minutes tous les soirs d'étirement, je sais pas, vous regardez une petite vidéo, un petit truc, une rediffusion, quelque chose, mais pour le coup ça peut vraiment jouer énormément déjà sur vos douleurs et sur le fait que vous vous sentiez aussi moins raide, parce qu'on a tendance à se sentir quand même un peu raide après l'opération. Alors après l'opération de la scoliose, là on vous dit qu'on arrive à retrouver une souplesse. Si vous vous faites opérer de la scoliose, vous allez vous dire mais ils nous ont complètement menti, je me sens comme un bâton, vraiment ça ne reste pas. C'est-à-dire qu'au début effectivement, le premier mois, vous vous sentez vraiment très 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 raide. Et moi, j'avais une raideur énorme dans le dos, mais déjà, ça revient naturellement, petit à petit. Au début, quand je suis retournée chez le kiné, j'avais retrouvé de la souplesse sans rien faire, en fait, juste en marchant. Donc le corps a repris un peu de souplesse, etc. Mais c'est quelque chose qui s'entretient. Malheureusement, vous ne pourrez pas être souple si vous ne faites pas d'étirement. C'est comme quelqu'un qui n'est pas opéré, d'ailleurs, si la personne ne fait pas d'étirement, elle n'adaptera pas sa souplesse. Donc c'est vrai que moi je conseille vraiment de faire même 5 minutes d'étirement le soir à la maison. Il vous faut juste un tapis et votre volonté. Il n'y a rien d'autre, une petite élastique, quelque chose, mais c'est vrai que ça peut quand même changer pas mal de choses. Ouais, puis du coup sur la souplesse, en fait ça fait vachement lien aussi avec ce que le professeur Charowski disait sur en fait la reprise du sport très rapide. Au lieu de sport, moi je mettrais plutôt la partie mobilité, que ce soit une activité physique ou simplement être mobile, marcher, aller faire un tour ou marcher beaucoup même. Activer en fait son corps dans son entièreté et son dos, et ne pas justement se dire en fait j'ai l'impression d'être un robot droit, là je bouge pas, et de rester dans cette position de vous êtes toute droite et du coup vous osez même pas lever le bras pour aller chercher votre vaisselle dans le placard ou autre. C'est le fait de rester dans ce conditionnement qui va faire que votre souplesse va pas revenir aussi vite que naturellement. Alors que une fois que vous êtes opéré, oui, vous allez peut-être avoir au début les douleurs, la perte de souplesse, mais reprenez le plus rapidement possible en fait une mobilité normale, sans aller dans l'excès en fait et à vouloir chercher. Faire une randonnée de 5 km quoi, mais pas de randonnée, n'allez pas chercher vos pieds dès le début. Enfin, c'est pas ça qui est utile, mais c'est vraiment la partie naturellement votre mobilité en fait vous allez la retrouver. Et c'est comme ça aussi que vous allez récupérer une souplesse beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement aussi. Et du coup, c'est plutôt de la mobilité qui est vraiment recommandée plus en post-opératoire. Alors après, je pense que c'est une des questions aussi qu'on se pose tous sur la gibbosité après l'opération.
Est-ce qu'elle disparaît ? Alors non, moi pour ma part, elle n'a pas disparu entièrement. Je pense aussi, de ce que j'ai vu, c'est que en fait, notre corps il a un peu pris la forme, entre guillemets. Et c'est vrai qu'au début, après l'opération, par contre, il y a un vrai changement sur votre posture. C'est-à-dire que moi, je vous avais mis le avant-après justement sur Instagram. Il y a une réelle différence de posture au niveau de mon dos entre le avant et après opération. Par contre, effectivement, la gibbosité ne disparaît pas à 100%, elle sera toujours un petit peu présente. Par contre, on la voit quand même beaucoup moins. Et après, elle s'entretient aussi énormément avec le sport. Parce que pour le coup, le fait de travailler aussi pas mal son dos, ça va aussi nous gainer et nous aider aussi à mettre un petit peu les épaules en arrière, etc. Et voilà, et là c'est vrai que moi par exemple, comme je vous disais à certaines, je commence mardi un coaching de 3 mois avec une coach de sport justement pour essayer de voir une vraie différence. Là je suis arrivée au stade où ça fait 2 ans, enfin 1 an et demi que je fais de la salle de sport toute seule, donc ça m'entretient, etc. Mais là j'ai vraiment envie de voir si le côté sport justement, 3 mois de sport avec 3 séances par semaine, est-ce que vraiment ça aura une réelle différence sur mon dos et sur ma posture. Donc bien évidemment je vous partagerai tout ça, mais je pense qu'effectivement la gibbosité va pouvoir être largement diminuée avec tout ça. En fait, ce qu'il faut se dire sur la gibbosité, c'est qu'elle va évoluer comme votre courbure de scoliose en fait, au niveau de la colonne vertébrale. Le professeur Charosky vous a montré tout à l'heure les différentes photos du avant-après. Il faut vous dire que votre gibbosité, c'est pareil. Il va y avoir un avant-après. Et le après, vous n'avez pas une colonne toute droite sans courbure. La gibbosité, c'est pareil. En fait, vous allez avoir une gibbosité parce que vous allez forcément garder un angle de scoliose. Par exemple, moi, je sais que je suis passée de 50 degrés avant l'opération à 12-13 en post-opératoire. Ma gibbosité, elle a évolué de la même manière, donc elle se voit moins. Mais c'est effectivement un énorme travail aussi de posture où il disait tout à l'heure, si vous voyez qu'il y a des manques d'équilibre qui se font encore ressentir après l'opération entre les deux côtés, ou si vous sentez que votre gibbosité, elle est encore problématique. Moi, je sais que j'avais un réflexe à l'époque, c'était de coincer mon omoplate sur les dossiers. Donc, je ressortais mon omoplate pour la mettre derrière les dossiers, chose qui n'est absolument pas à faire, mais que je fais encore aujourd'hui. Et justement, je pense que ça aggrave la gibbosité qui aurait pu être largement diminuée si j'avais bien renforcé le dos, si j'avais fait des postures et vérifié mes postures. Et donc, la gibbosité ne disparaît pas après opération, mais vous pouvez la travailler justement avec le renforcement, le sport, la mobilité, les suivis aussi au niveau paramédicaux. C'est des choses qui se travaillent avec aussi les kinés ou autres professionnels.